à ceux qui sont ici physiquement, mais également à ceux qui sont à distance pour cette énième séance, présentation de l'ARCA. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire une thématique, qu'on traite de nouveau une thématique qui est quand même assez importante. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris un peu ces petites illustrations. C'est-à-dire, quand on envisage de reprendre une entreprise, hein, c'est clairement un changement de vie qu'on va faire. Parce qu'on va passer d'intrapreneur, donc d'acteur dans une entreprise sous l'égide d'un patron, à devenir patron. Ça se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Et donc autant s'y préparer pour n'y aller que si on a mis le bon costume. On va parler juste du costume, pas ce qu'il y a dans le costume, quoique. Donc il faut faire un plan d'action. Alors pour vous présenter tout ça, alors là j'ai juste un souci, c'est que d'habitude j'enregistre ça, et là je n'ai pas les moyens, comme je ne suis pas l'organisateur, c'est toi là-bas qui peux me l'enregistrer. Donc tu l'enregistres, donc c'est parfait. Donc je vais quand même passer mon slide habituel pour vous dire que cette séance est à partir de maintenant enregistrée pour que ceux qui sont membres de l'association et les autres puissent avoir accès au replay. J'ai fait venir pour ça, on a demandé à une experte de ce domaine qui intervient de temps en temps, notamment à l'ARCA dans le cadre de la formation, pour présenter son expertise très particulière, parce qu'elle a une façon... La feuille de route est faite en général par tous les candidats à la reprise, cette fiche de cadrage, mais avec Isabelle, on l'a fait d'une manière beaucoup plus puissante. La biographie, vous y aviez accès à travers l'invitation que je vous ai fait parvenir. Là, on a de la chance, on l'a physiquement devant nous, avec nous. Merci à toi, Isabelle, d'avoir consacré un peu de temps. Et oui, j'espère. Avec plaisir. Voilà. Et à partir de cet instant, je te passe la zapette. Ok, c'est gentil. Et moi, je me tais. Ok. Non, il a anticipé, c'est pas drôle. Donc voilà, vous êtes tous au courant. Merci Patrick pour cette présentation. Donc en effet, j'ai accompagné les repreneurs d'entreprise pendant 8 ans, vraiment sur cette thématique-là. Et au fil des années, des rencontres et des expériences, j'ai développé une manière un peu qui m'est propre de remplir la feuille de cadrage. Alors déjà, la feuille de cadrage, la première question qu'il faut se poser, c'est déjà qu'est-ce que c'est ? Donc déjà, la feuille de cadrage, ça va être la synthèse du parcours du repreneur, de son parcours professionnel. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas de son, en fait, au niveau de la présentation. Ah, ça c'est Francis. Oui. Bonjour Francis. Et maintenant, vous avez Larsen qui est venu s'inviter. Bonjour, là ça va mieux. Merci. Où ça ? Le son de la télé. Il faut couper le son de la télé. Je sais pas si vos appareils envoient le son, mais c'est lui qui fait le Larsen. Oui, moi je veux bien le couper. Voilà. Ok. Voilà. Monsieur Larsen nous a quittés. Merci Bernard de nous avoir fait signaler Francis, pardon, de nous avoir signalé ce petit dysfonctionnement. Donc j'en profite pour saluer Olivier, Emmanuel qui est très loin d'ici. Donc, et je repasse la voix à Isabelle. Ouais, ok. Donc on reprend. Qu'est-ce que c'est que la feuille de cadrage ? Alors tout d'abord, c'est la synthèse du parcours professionnel du candidat à la reprise. C'est également la synthèse de son projet. Sur la feuille de cadrage, on va retrouver les différents critères d'identification de la cible. Et donc schématiquement, ça va être à la fois le CV, la carte de visite, la plaquette commerciale du repreneur. Donc c'est le document qui va servir à communiquer sur son projet. Ah, c'est par là que ça se passe. Bah tiens, il y a un souci. Attends, c'est logique maintenant, vas-y. C'est bon ? Vas-y. Ok. Donc, à quoi ça sert ? Alors, tout d'abord, ça va servir à se présenter et à laisser une trace de sa recherche vis-à-vis de l'extérieur
Donc, que ce soit les professionnels de l'intermédiation, le banquier, les cédants que l'on va éventuellement rencontrer. Enfin, c'est quand même le but, hein, quand on reprend une entreprise, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise qui sont cédants. Mais surtout, à quoi ça sert au-delà de se présenter et de se faire connaître, c'est surtout s'assurer que l'opération a été réfléchie, qu'elle est mûrie, qu'elle a été préparée. C'est également s'assurer du fait que le repreneur a bien la capacité de décider de reprendre une entreprise, qu'il en a les compétences et qu'il a des aptitudes à reprendre. Donc, c'est aussi une manière de se présenter. Ok, ça sera une cartographie, on sait qui il est. Néanmoins, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est aussi un document pour se vendre et se valoriser, donc il doit être séduisant. Et il sert également à rassurer le cédant. Donc, on est dans un processus de vente où c'est le repreneur qui achète, mais il faut quand même avoir à l'esprit que le cédant choisit, il choisit son repreneur et il a le droit de décider de finalement de ne plus vendre. Et ça, ce sont des choses que j'ai vécues, des cédants qui à un moment donné ont dit finalement je ne vends pas, ou je ne vends plus, ou pas à cette personne, ou je ne trouve pas le candidat qui me convient et je préfère fermer la boutique. Donc le cédant a toujours le choix au final de ne plus faire l'opération. Je crois que le plus un poil. Donc à quoi ça ressemble? Donc je sais qu'il y en a un qui la connaît, mais pour les autres, je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble. Ah ben voilà. Donc c'est une forme de CV, mais en format paysage, en fait. Donc on va retrouver votre identité, votre expérience, vos compétences, vos diplômes, formations, vos informations personnelles. Hein, est-ce que vous êtes marié, célibataire? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes... je ne sais pas moi, député suppléant, maire de votre village, président du club de foot, ou je ne sais quoi d'autre. On va s'intéresser ensuite à la cible, hein, finalement. Quel est le métier de ma cible? Est-ce que je veux que ce soit une entreprise de chaudronnerie? Est-ce que je veux que ce soit un commerce de proximité? Est-ce que je veux que ce soit... je ne sais pas moi, une auto-école, est-ce que je veux que ce soit, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Plein de choses. Un moulin. Enfin bref, quel est le métier de votre activité? Mais j'ai vendu un moulin, c'est pour ça que je dis ça. Les données économiques, donc finalement à quoi elles ressemblent, hein, c'est quoi la taille de mon entreprise, où est-ce qu'elle se situe, et chose importante quand même, combien je suis capable de mettre sur la table. Et on va s'intéresser, votre identité, hein, vos coordonnées, histoire qu'on puisse vous joindre. La photo, c'est toujours pareil, hein, comme sur un CV, c'est plus sympa de savoir à quoi vous ressemblez. Et on va s'intéresser à finalement pourquoi vous voulez reprendre et quel est votre projet de reprise. Quel est le projet en fait que vous portez au-delà d'acheter une entreprise, quoi. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc on pourrait, basiquement, tout simplement... sans se poser plus de questions, remplir les cases. Et se dire, finalement, pourquoi je suis là pendant 1 heure à venir écouter Isabelle à l'ARCA. Tout à fait. Parce que c'est basique, hein, mes diplômes, a priori, je sais à peu près ce que j'ai fait. Ce que je sais faire, je sais à peu près ce que j'ai fait. Combien je mets sur la table, je regarde mon compte en banque. Hein, et puis, les métiers de l'entreprise, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'ai cherché la même chose, quoi, parce que c'est ce que je connais. Est-ce que je suis mariée? Est-ce que j'ai des enfants? Je le sais. Hein, pas besoin de se poser 10 000 fois la question. Donc pourquoi on est là? Parce qu'en fait, ça peut être beaucoup plus subtil. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la feuille de cadrage avant d'en faire un outil de présentation, vraiment en faire un outil d'introspection, pour vraiment vous poser des questions de sens, de fond, des questions profondes sur qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Si je peux me permettre, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les fiches de cadrage qui sont faites dans l'esprit de ce que Isabelle présente, parce que toi, tu es conseiller FUSAC. Dans la salle, vous ne le voyez pas, mais les conseillers FUSAC dans la salle, on en reçoit régulièrement. Ouais. Et on sent que c'est comme pour les CV, on sent qu'il n'y a pas d'âme derrière, qu'il n'y a pas
C'est quelqu'un qui cherche un nouveau job plutôt qu'une entreprise. Et ça, quand on est cédant ou conseiller, on va le mettre de côté. Ou alors, il y a des informations qui sont trop parcellaires, pas assez creusées. Et surtout, il n'y a pas l'âme dedans. Et pour ceux qui recrutent beaucoup à partir de CV, on voit à peu près la même chose. Il faut que dans un CV, donc dans une fiche de cadrage, il faut qu'il y ait de l'âme dedans. C'est ça. Parce que quand vous... alors, moi, je recevais les feuilles de cadrage de tous les candidats à la reprise qui passaient par les écoles de commerce, donc HEC, EDEC, et également... Ah, Gadzar. Non, ton concurrent, là, Ah, qui le est- CRA. Non, c'est pas un concurrent. le CRA. CRA, oui, qui essaye de se mettre en Alsace, ils ont un peu de mal. Et donc, en gros, je recevais tout de suite un paquet de 100 candidatures, quoi. Enfin, et tout le monde a eu des postes de directeur commercial chez Renault, tout le monde a fait HEC, tout le monde a fait un MBA aux États-Unis. Ouais, c'est sympa, mais en gros, tout le monde se ressemble, quoi. Donc, vous le voyez, mais vous retenez rien du tout parce que tout se ressemble. Bref, on enchaîne. Oui, tu veux enchaîner, Oui, je mais veux. j'ai regardé quelque chose, donc vas-y. Donc, outil d'introspection, pourquoi? Parce que la reprise d'entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Vous n'allez pas seulement changer de métier, vous allez changer de vie. Ce n'est pas seulement un projet professionnel, c'est aussi un projet de vie. Ça va impacter l'ensemble de vos sphères, tant personnelles que professionnelles. Enfin, vous allez changer de dimension. Donc ça va bousculer beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser un certain nombre de questions et de le faire bien en amont. Pourquoi? Parce que ça va vous faire gagner du temps. Vous allez plus précisément savoir ce que vous cherchez, mais surtout pourquoi vous le cherchez. Et donc vous assurer, comment dire, vous donner les éléments pour pouvoir être convaincant et aller plus vite. Donc vous allez peut-être avoir le sentiment de perdre du temps parce qu'il va falloir poser un temps de réflexion, un temps pour creuser et pas juste sur le comment, mais surtout sur le pourquoi vous le faites. Donc vous avez le sentiment peut-être qu'on perd son temps parce que finalement je peux remplir vite fait mes cases et on n'en parle plus. Mais ça, au final, ça va vous en faire gagner sur le long terme. Et l'objectif, c'est vraiment de définir les paramètres de votre projet, d'orienter votre recherche de manière correcte et pertinente. Et en définitive, ça va être votre feuille de route. Par contre, ce travail que vous allez faire maintenant, il n'est pas figé dans le marbre. Le temps que vous trouviez la cible idéale, il va peut-être se passer du temps. Et votre situation, elle, comment dire, elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Vous allez continuer à vivre, à faire des expériences, à rencontrer des gens, à travailler ou pas. Et ça va impacter forcément un certain nombre de données. Donc la feuille, au final, on la reprend, on la modifie, on la fait vivre. Ce n'est pas marqué dans le marbre. Au contraire, ça pourrait être dangereux. Ah, donc, ça va impacter beaucoup de choses. La première chose que ça va impacter, ben mine de rien, c'est votre vie de famille. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est finalement, dans mon environnement, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que j'ai des enfants ou pas? Si j'ai des enfants, quel âge ils ont? Est-ce qu'ils ont 2, 5 et 8 ans? Ou est-ce qu'ils ont entre 14 et 20? Ou est-ce qu'ils sont grands, majeurs, ils font leur vie? Et en fait, j'ai plus l'âge d'être parent, mais d'être grand-parent. Donc j'ai d'autres problématiques, j'ai d'autres questions. Pourquoi se poser ce genre de questions? Parce que je vais peut-être pas avoir la même flexibilité, la même liberté et latitude en fonction de mon schéma familial. Si j'ai des jeunes enfants, c'est peut-être un problème juste d'organisation, et je mets des guillemets. Si j'ai des enfants qui sont en âge de faire des études, qu'est-ce qu'ils vont faire comme études? Est-ce qu'il faut que je prévoie un budget particulier pour financer ces études-là? Quel va être l'impact finalement? Et donc là, ça va venir toucher d'autres réflexions. S'ils sont grands adultes majeurs et qui sont autonomes, ben voilà quoi. Ils se responsabilisent.
Est-ce que j'ai un consensus familial autour du projet? C'est-à-dire, est-ce que le conjoint, que ce soit par mariage, concubinage, pax ou autre, est-ce que comment il le vit, comment il le perçoit? Alors, j'en ai beaucoup qui m'ont dit, oui, ma femme est d'accord, elle me suit, tout va bien. En réalité, ils n'ont jamais posé la question de manière frontale, et c'est le jour de la signature qu'on se rend compte qu'il y a un problème. S'il doit y avoir un problème, c'est mieux de le savoir avant. Pourquoi? Parce que si on le sait avant, si vous le savez avant, vous avez toujours la possibilité d'avoir une discussion. Pourquoi? Déjà pour comprendre pourquoi il y a un blocage. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que la peur, elle est fondée ou infondée? Comment on peut faire pour dépasser le frein? Enfin, vous avez le temps d'anticiper. Si c'est le jour de la signature, que la personne blémit complètement et que vous sentez que ça ne va pas le faire, ah ben vous avez perdu du temps. Et vous perdez en crédibilité. Donc, il faut parler des choses tout de suite. Est-ce que vous avez d'autres engagements que vos engagements familiaux? Est-ce que vous avez des responsabilités autres? Passé un certain âge, on peut se retrouver avec nos parents à prendre en charge. On s'est débarrassé des enfants, mais on a des parents qui reviennent. Là aussi, ce sont des contraintes. Si on les a qui sont à la maison, parce qu'à un moment donné, il faut les prendre en charge, ou ne serait-ce qu'en EHPAD, vous n'allez pas les abandonner. Si vous avez des personnes qui restent, qui sont diminuées, mais qui restent à domicile, il va peut-être falloir y aller de manière régulière. Donc, ça fait partie de votre emploi du temps et des choses dont vous avez la responsabilité dans votre sphère personnelle. Et votre projet de reprise, donc avec ce statut de dirigeant, ça va vous offrir certes une certaine latitude sur votre emploi du temps, mais néanmoins, il y a peut-être des arbitrages à faire ou un mode de fonctionnement à trouver pour pouvoir respecter un certain équilibre. Quand je parle du consensus familial, j'ai parlé des freins éventuels, mais néanmoins, ma famille, ça peut être aussi une ressource. Par exemple, je peux avoir un cousin qui est banquier. Je peux avoir un oncle qui est chef d'entreprise. Ou je peux avoir mon voisin qui est expert comptable. Ça peut être des ressources pour monter votre projet. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de voir finalement où est le frein, mais à chaque fois de se poser la question, tiens, est-ce que c'est une ressource? Je veux acheter un commerce de prêt-à-porter. Ma fille, elle a 16-17 ans, matin, l'été, elle va faire la petite main en boutique pour les soldes. C'est une ressource. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, voilà. Donc, situation c'est la géographique. distance qui met. C'est la distance. Non, il faut que ça passe par New York pour revenir sur mon PC. Ok, donc, je comprends. C'est tout à fait logique. Donc, la situation géographique. La première question, c'est de savoir finalement où est-ce que vous habitez. Pour l'instant, c'est tout simple. Et de savoir est-ce que un déménagement est envisageable. C'est-à-dire, est-ce que vous avez finalement un environnement familial ou un environnement personnel qui vous fixe dans une zone géographique, où vous avez une contrainte, ou est-ce qu'au contraire, tout est ouvert et vous pouvez acheter une entreprise à Toulouse ou à Brest si l'opportunité se présente. Donc se poser en amont les questions de savoir quel est mon contexte personnel, est-ce que j'ai des contraintes, est-ce que j'ai des engagements dont je ne peux pas me délier, va avoir une répercussion sur votre zone de recherche. La sphère personnelle. Là, c'est vraiment des questions qui vont vous être propres. La première question, c'est de savoir si vous êtes vraiment prêt à vous lancer dans l'aventure. Et qu'est-ce que ça veut dire entreprendre et être entrepreneur pour vous? Parce que même si vous n'êtes pas des candidats à la création, vous êtes des candidats à la reprise, mais ça reste quand même de l'entrepreneuriat.
Donc, est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est quoi l'image de l'entrepreneur pour vous? À quoi ça ressemble? Et la prise de risque? Quel est votre rapport au risque? Vous êtes à l'aise? Vous êtes plutôt un profil sécuritaire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est acceptable pour vous de risquer? Et qu'est-ce qui est vraiment très important pour vous et qu'il ne faut surtout pas mettre en danger? Ça, ce sont quand même des questions qu'il est important de se poser en amont. Est-ce qu'il y a des sacrifices que l'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont complètement inacceptables? Irrecevables. Ouais. Et on a eu le cas. Oui. On a eu le cas. Et plus d'une fois. Ouais. Où en fait le sacrifice était... l'exigence était trop importante et certaines personnes ont renoncé au projet de reprise. Mais parce qu'elles se sont aussi posées les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions en amont et pas une fois que vous avez fait le chèque. Changer de boulot, entre guillemets, au bout de 3 ans, ça vous gonfle. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est déjà moins contraignant. Revendre une entreprise, c'est un autre sujet. Par expérience, pour l'avoir vécu, des gens qui revendent leur entreprise après 1, 2, 3 ans, ils ne retournent pas sur leur bille. Ce n'est pas possible. Non. Parce que la crédibilité leur crédibilité est mise en cause. Donc les nouveaux candidats à la reprise vont dire tiens, pourquoi au bout de 2 ans il revend? Et en plus, vous avez de toute façon, quoi qu'il arrive, les 2 premières années après la reprise, l'entreprise est fragilisée. Elle a une dette qui a augmenté. Tous les clients ne sont pas restés, certains fournisseurs sont partis, donc l'entreprise est fragilisée. Les 2 premières années, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc si on veut la revendre à ce moment-là, on perd plus de la moitié de sa mise. Mais quand on reprend une boîte, la première année, déjà, vous avez la dette senior dans la société à emprunter, donc elle a une augmentation de son taux d'endettement. Et j'ai une érosion du chiffre d'affaires entre 20 et 30%, qui est naturelle. Ce n'est pas forcément lié à votre personnalité, c'est le changement. Donc j'ai un changement de dirigeant, j'ai des clients qui peut-être ne vont pas s'y retrouver, qui vont avoir une perplexité. Vous avez des salariés qui peut-être ne vont pas rester ou qu'il va falloir accompagner dans un changement et un changement de posture. Il va y avoir un bouleversement. Et ce bouleversement, avant d'être opérationnel, il est émotionnel. Et l'engagement et la motivation ne vont pas être les mêmes. Donc vous allez avoir une érosion de vos résultats la première année. Donc revendre dans les 2-3 ans, ce n'est pas du tout un bon calcul. D'où la nécessité de bien mûrir le projet et de savoir vraiment ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Tout à fait. C'est vraiment et cette façon d'aborder cette fiche de cadrage, je la trouve vraiment pertinente. Ce n'est pas un CV, c'est une introspection sur soi-même. La sphère financière, tiens, la douloureuse. Alors oui, quand on reprend une entreprise, il y a toujours une dimension pécuniaire assez importante, puisqu'on va financer donc le prix d'acquisition. Néanmoins, quand on finance le prix d'acquisition, j'ai tendance à vous conseiller de... Comment dire, quand vous allez voir le banquier pour négocier l'enveloppe, c'est d'avoir le prix de vente, enfin le prix d'achat, dans votre cas, et le budget pour pouvoir investir dans l'outil, que ce soit l'outil de production, marketing, commercial, enfin, ce qu'il va falloir améliorer pour pouvoir rendre l'entreprise plus performante et la faire grandir. Donc pas juste se figer sur la dette, enfin sur le prix d'acquisition. Donc finalement, votre apport ne va pas être proportionnel au prix affiché, mais doit être proportionnel à tout ce dont vous allez avoir besoin et demander à votre financeur, quelle que soit son allure. Donc déjà, la première chose qu'il faut se poser comme question, combien vous avez, de combien vous disposez? Et ensuite, il faut quand même faire un petit peu l'inventaire de vos charges, de vos dépenses. Est-ce que vous avez
un emprunt sur l'habitation? Est-ce que vous avez un emprunt sur un ou des véhicules? Est-ce que vous avez des enfants qui s'apprêtent à faire un MBA à San Francisco? Ça a un coût. Ça a un coût. Est-ce que vous avez des loisirs onéreux? Donc, il y en a pour certains, c'est le cheval. Pour d'autres, c'est l'aviation. Voilà, c'est beaucoup plus l'aviation. Cheval, on l'a vu aussi, mais c'est parlant. Et ce loisir-là, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde, on le supprime? Parce que je me dis que mon équilibre psychologique, il vient peut-être aussi de mon loisir, qui vient me rééquilibrer. Alors, est-ce que je fais l'impasse dessus? Est-ce que je le garde? Comment je fais? Mais il impacte forcément mon budget. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir injecter dans cet investissement. Parce qu'il va falloir que je me le réserve. Ou alors, il va falloir que je trouve une entreprise qui est capable de tout de suite me verser une rémunération conséquente. Donc, ça doit exister. Oui, mais c'est rare sans un apport Conséquent. Voilà. Bon. Bref. Donc là, on parle de l'apport. Donc la question, c'est de savoir finalement, une fois que je sais combien combien je dépense, est-ce qu'il y a des choses que je peux supprimer ou pas? Est-ce que je dois faire des arbitrages par rapport à mon train de vie ou pas? Je sais à peu près combien je peux mettre sur la table. Et ensuite, ne pas oublier, finalement, pour moi, c'est quoi le niveau d'endettement qui est acceptable? Et là, je retombe sur votre rapport au risque. Il y en a pour lesquels emprunter, c'est compliqué. La responsabilité de l'emprunt, le rapport à l'argent, c'est compliqué. Il y en a d'autres qui se disent, bah, plus j'ai d'emprunts, plus c'est mon banquier qui dort mal. Mais tout est relatif. Et c'est vraiment des choses qui sont très, très personnelles. Ensuite, vos sources de financement. Est-ce que vous allez tout financer en fonds propres? Est-ce que vous allez faire appel à du crédit, à du concours bancaire, donc de l'emprunt traditionnel? Est-ce que vous avez éventuellement des associés? Est-ce que vous avez de la famille qui peut investir et injecter au capital? Ou est-ce que vous faites appel à des investisseurs du type fonds d'investissement, private equity, ce genre de choses? Donc, qui va peut-être jouer sur votre niveau d'emprunt. Mais en même temps, si je fais appel à des tiers, ça veut dire aussi que j'ai des associés, que je dois rendre des comptes, que j'ai un board, que je ne suis pas seule aux commandes. Donc se pose la question de la gouvernance. Donc ne pas y aller seul, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Plus vous avez des associés, plus il va falloir discuter. Plus vous en avez, plus vous risquez d'être minoritaire. Donc à chaque fois, chaque solution a sa lumière, son côté de lumière et sa part d'ombre. Donc ne pas hésiter à finalement faire le tour de la question pour pouvoir vraiment tout envisager et savoir où est-ce que vous le situez. Donc finalement, le montant de votre apport va définir le prix à peu près de votre cible et des modalités de reprise. Alors, ce qui est bon de savoir, c'est que par définition, un repreneur n'a jamais assez d'argent. Jamais. Les entreprises françaises sont sous-capitalisées, tout le monde le sait, c'est comme ça. Même moi, dans mon entreprise, je n'ai pas assez de capital. Donc, je vous assure. Hein. Toutefois, un dossier échoue rarement par manque d'argent. Quand on n'a pas assez de fonds, mais qu'on a un dossier bien ficelé, avec un bon projet de reprise, un bon projet de valorisation et de continuité, de pérennisation de l'opération, c'est beaucoup plus long, mais on arrive à trouver du financement. Bien sûr, ça demandera plus d'investissement personnel, de rencontrer plus de monde, de défendre votre projet de manière beaucoup plus âpre que si vous mettez tout seul le chèque sur la table. C'est logique.
Alors, après, on va s'intéresser à vos compétences, et à ce que vous savez faire, à ce que vous avez fait. Donc, bien entendu, hein, connaître vos compétences, c'est important. Toutefois, connaître vos limites et vos zones d'incompétence, c'est primordial. Alors, vos compétences, expertise, appétence, parce que c'est aussi intéressant de s'intéresser à ce que vous faites en dehors de vos activités professionnelles. Je propose de les diviser en 4 zones. La zone d'incompétence, c'est-à-dire ce que vous ne savez pas faire, et où franchement, vous n'avez pas du tout envie de vous former. Il y a forcément des trucs que vous n'avez pas du tout envie d'appréhender. Donc là, c'est intéressant d'en faire la liste. Pourquoi? Parce que déjà, vous saurez si vous avez envie de le faire ou pas. Ça va aussi vous renseigner sur la nature de l'activité de l'entreprise. Ça va aussi vous renseigner sur finalement que fait le dirigeant que vous allez rencontrer. S'il fait ce genre de choses que vous n'avez pas envie de faire ou que vous ne savez pas faire, il va peut-être falloir trouver quelqu'un qui est capable de le faire à votre place. Donc soit j'ai la ressource en interne dans l'entreprise cible, soit il va falloir aller les chercher. Mais si je n'ai pas fait ce travail sur ma zone d'incompétence, je ne sais pas trop tout de suite quelle décision je vais prendre. Je vais peut-être me dire, il le fait, alors il va falloir que je me forme. Ah non, j'ai peut-être d'autres solutions. La zone de compétence, facile, c'est ce que vous savez faire. Toutefois, vous savez le faire, mais est-ce que vous avez envie de continuer à le faire? Est-ce que ça vous amuse tant que ça? Oui, vous savez le faire, vous êtes bon et tout, mais bon. Il y en a d'autres qui le font aussi bien, peut-être même mieux. Alors peut-être que ça peut être intéressant et pertinent de le déléguer. Alors c'est bien, vous pourrez le superviser parce que vous savez le faire. Mais après, on va s'intéresser à votre zone d'excellence, c'est-à-dire là, ce que vous savez vraiment bien faire, ou là où vous êtes bon, et que vous avez quand même envie de continuer de faire. Donc on va peut-être te mettre là. Là, c'est vraiment le truc qu'il va peut-être falloir continuer à faire, à expérimenter dans l'entreprise que vous allez racheter, parce que vous avez une vraie valeur ajoutée là-dessus. Et enfin, la zone de génie. Alors la zone de génie, c'est quoi? Grosso modo, c'est ce qui vous passionne. C'est ceux où, quand vous commencez à le faire, vous ne voyez pas le temps passer. Ou quand vous en parlez, vous avez les yeux qui pétillent. Vous êtes capable d'être inspiré et inspirant. Alors, inspiré pour vous et inspirant demain pour vos salariés, pour vos clients. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes que vous allez reprendre, elles n'ont pas signé avec vous. Elles ne vous connaissent pas. Voire même, elles n'ont pas envie de vous connaître. Parce que c'était mieux avant. Donc, si vous ne les inspirez pas, va se poser la question de la motivation. Et peut-être que vous allez être face à des personnes qui vont être dans le désengagement. Et ça, ce n'est pas bon pour vos affaires. Parce que n'oubliez pas que qui est responsable de l'emprunt? C'est vous. Donc, vous interrogez sur ce qui vous fait vraiment triper. Ça peut avoir du sens, parce que si ça vous plaît vraiment, vous saurez en parler et être motivant pour les autres. N'oubliez pas que demain, le leader, c'est vous. Et je rajouterais, pendant que tu es en train de changer de slide, si tu y arrives, c'est le cédant va en général essayer de trouver son fils spirituel ou sa fille spirituelle. Et donc, si vous avez réussi à identifier chez vous des éléments qui vont faire à ce que le cédant vous identifie comme le fils spirituel, les choses vont être beaucoup plus faciles à négocier. Je pense que les pros dans la salle ne pourront pas dire le contraire. Et on peut, des fois, dans certains cas, un repreneur, s'il a réussi à devenir le fils spirituel du cédant, faire une acquisition beaucoup moins chère que ce que le cédant avait prévu. Oui, parce que derrière chaque décision se cache une émotion. Donc, si on séduit le cédant, si on séduit le cédant, qu'il adhère à votre projet, il sera peut-être plus enclin à vous faciliter des choses. Par exemple, accepter ce qu'il n'avait jamais imaginé, accepter de faire un crédit vendeur. On ne fait pas un crédit vendeur si on n'a pas une confiance dans celui qui va reprendre la succession. Parce que derrière,
le crédit vendeur, en 2 mots, c'est le cédant qui vous prête de l'argent. Et donc, il faut qu'il soit sûr que derrière, vous êtes le bon. Parce que sinon, il perd sa mise. Hein. Ensuite, grâce à ça, finalement, quand vous allez travailler sur vos zones d'excellence et de génie, ça sera peut-être plus simple de définir finalement ce que vous souhaitez vraiment reprendre comme entreprise, comme typologie d'entreprise, comme style d'activité. Donc vous pouvez reprendre dans un secteur d'activité que vous maîtrisez ou qui soit semblable. Par exemple, j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique pendant 20 ans, basculer sur de l'industrie automobile, est-ce que c'est vraiment très différent? Est-ce que je me lance dans un autre secteur? J'étais directeur commercial pendant 20 ans pour une entreprise, je ne sais pas moi, qui vend des photocopieurs. Je sais vendre. Je trouve une belle opportunité où il faut. Je ne connais pas le secteur d'activité, mais bon, je suis pas vendeur hein, à partir du moment où je vends des photocopieurs. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Vendre du matériel de levage. Du matériel de levage. Est-ce que c'est bien différent que ça? La technique, c'est la même. Ou alors, je peux décider de m'investir dans un domaine qui me passionne vraiment. Je ne sais pas, je vendais des encyclopédies, mais je suis passionnée d'œnologie. Je suis ingénieur mécanique. J'achète une quincaillerie industrielle. Ouais. Parce que je suis passionné des petits bouchons et des petits bouts de tuyaux. Par exemple. Chacun son truc. Qu'est-ce que j'ai eu comme reconversion? J'ai eu un œnologue qui aujourd'hui est instructeur sur circuit. C'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien l'œnologie, donc je ne comprends pas pourquoi il a changé. D'un métier passion à un autre. C'est ça. Voilà. Bon. Alors, 70% des repreneurs ne reprennent pas dans leur secteur, en fait, enfin, changent de secteur d'activité, en réalité. Donc, ne vous fermez pas, Ah, pourquoi j'y arrive pas? Ne vous bloquez pas des opportunités en vous disant, finalement, je ne connais pas le secteur ou je cherche uniquement dans mon secteur d'activité. Ouvrez l'horizon. Et en vous intéressant à ce qui vous passionne, à ce qui vous intéresse, c'est une manière d'ouvrir l'horizon. J'ai accompagné quoi? J'ai accompagné une personne qui était un ancien DRH, métier transverse. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va lui refiler comme boîte? Et en fait, en discutant avec lui, j'ai appris qu'il en était à la 3e maison qu'il construisait lui-même. Waouh! Le week-end, il bâtit des maisons. Enfin, chacun son délire. Hein. Mais il en était à la 3e. Donc, la personne sait monter des murs, sait creuser des fondations, sait poser l'électricité, sait faire de la plomberie, etc., etc. Et en fait, il a repris une boîte où on fabrique, où on pose des fontaines. En fait, mon repreneur idéal, c'était un fontainier. Mais vous en connaissez beaucoup, vous? Non, moi non plus. Et lui, aujourd'hui, son métier, c'est de creuser des tranchées pour enfouir des câbles. Et il fait ça très très bien parce qu'il comprend comment ça fonctionne. Et l'entreprise qu'il a reprise, on avait un salarié. Au bout de 3 ans, ils sont 6. Dernièrement, j'avais un moulin à vendre. Il me fallait un meunier. Un meunier Moi, pardon, la crèche, j'en connais pas, quoi. Mais curieusement, c'est une boîte qui a énormément attiré parce que le produit était original. Et c'est parti en 6-7 mois. Mais parce que les personnes m'ont accroché sur le produit, parce qu'elles ont commencé à imaginer, à réfléchir à ce qu'elles pouvaient faire d'autre. Mais la meunerie, voilà, j'ai des recettes, j'ai du personnel qui sait faire. On m'explique comment ça fonctionne un moulin. En réalité, c'est des grands tuyaux avec des grands tubes. Alors je simplifie, hein. Je suis d'accord. Mais après, c'est de la vente de farine. Donc,
ayez l'esprit ouvert, quoi. D'où l'intérêt de travailler sur vos appétences pour rester ouvert aux opportunités. Donc, 90% d'entre vous recherchent exactement la même chose. Vous voulez tous une entreprise pas chère, qui fait beaucoup de résultats, idéalement dans l'industrie, et bien sûr dans le vignoble de Centre-Alsace. C'est écrit là, hein, ça sera plus simple. Donc l'objectif, c'est de vous démarquer. Qu'est-ce qui fait votre différence? Qu'est-ce qui fait votre singularité? En quoi vous êtes unique? En quoi vous êtes intéressant? Qu'est-ce qui fait qu'on va vous retenir? Alors avant de vous choisir, c'est déjà en quoi vous allez retenir l'attention, quoi. Donc la première question à vous poser, c'est pourquoi vous avez envie de devenir chef d'entreprise? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous avez envie de reprendre une entreprise? Pour avoir plus de stress, plus de responsabilités, moins dormir la nuit, avoir moins de loisirs, Alors là, moi, moins de week-ends. je m'interroge sur ta santé mentale. Est-ce qu'il faut être maso pour être entrepreneur? Un petit peu quand même. Ah, ok. Alors moi, il y a une question que j'aimais bien poser aux gens, c'est pourquoi vous avez envie de vous offrir des emmerdes? Parce qu'en gros, c'est ça. Vous allez hypothéquer votre maison, hypothéquer l'avenir de vos enfants. Vous allez diviser par 2, 3, si ce n'est pas 4 votre salaire. Les 7 premières années, vous allez travailler pour la banque. Pourquoi vous avez envie d'en chier? Pour être patron. Alors, ça veut dire quoi, être patron? Alors, me dire que vous voulez reprendre une boîte pour sauvegarder les emplois, vous êtes un héros? Vous avez le syndrome du sauveur? Il faut qu'on en parle. Parce que, sachez bien hein, que si vous êtes dans cette posture de sauveur, les salariés que vous reprenez, les clients que vous allez servir, ils ne vous ont rien demandé. Donc après, vous allez être frustré. Donc si c'est ça votre motivation, il va peut-être falloir s'interroger pour en trouver d'autres. Donc, qu'est-ce qui vous motive pour vous battre chaque jour? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'apporter au monde? Pour avoir une vie palpitante, vous le faites pour vous? Vous voulez gagner beaucoup d'argent? Continuez à faire carrière dans l'entreprise où vous êtes. Hein. Si c'est l'argent, ça ne va pas le faire. La liberté. Oui, mais vous allez avoir des salariés. Quel genre de liberté? Qu'est-ce que vous voulez? Donc vraiment, interrogez-vous sur votre raison à être entrepreneur et quelle est votre motivation suprême à entreprendre. Et c'est là que vous allez intéresser et sortir du lot. C'est là où on va vous retenir parce qu'on va comprendre le pourquoi. C'est là où vous allez commencer à mettre votre personnalité à nu, à intéresser les cédants, à faire en sorte que des gens dans l'intermédiation qui voient des personnes, mais tout le temps, vous retiennent. Alors pas vous choisissent, mais se souviennent de vous. Et quand ils ont une opportunité, qu'ils voient une entreprise qui cherche un repreneur, ça dit « Ah, tiens, là, ça peut matcher, il y a quelque chose. » Donc, en synthèse, votre raison pour entreprendre, finalement, c'est la raison d'être de votre entreprise. C'est pourquoi elle sera là, à quoi elle va servir, en quoi le monde serait différent si elle n'était pas là. En gros, qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce que vous avez le sentiment, quand on reprend une entreprise, bah finalement, grosso modo, j'ai rien à faire, c'est l'existant, je prends, je m'installe et puis je fais la même chose. Je reprends une entreprise parce que je n'ai pas d'idée pour créer. Erreur. L'entreprise, elle existe, c'est bien, mais vous avez tout le futur à écrire. Donc, c'est quoi votre vision pour cette entreprise-là? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire ou est-ce que vous avez envie de l'emmener? Pourquoi? Vous achetez pas un bilan, faites pas cette erreur-là.
Sinon, ne vous achetez pas des emmerdes. Ça ne vaut pas le coup. Le bilan, c'est le passé du cédant. C'est ce qu'il a réussi à faire. Le bilan, c'est intéressant parce que ça va permettre de négocier le prix de vente, de faire une projection sur un prévisionnel, mais c'est tout. Si l'activité ne vous fait pas triper, n'y allez pas. Si vous n'avez pas d'idée pour cette entreprise, n'y allez pas. Si vous n'arrivez pas à vous projeter, n'y allez pas. N'écoutez pas votre tête, commencez par écouter votre cœur. La tête, ça viendra après. Donc, une fois qu'on s'est bien torturé, qu'on sait à peu près ce qu'on veut et pourquoi on le veut, on va commencer à dresser le profil type de la cible. Donc, finalement, son métier. Et son métier parce que je sais ce qui me passionne, ce qui me fascine, ce que j'ai vraiment envie de faire, ou j'ai besoin de ce métier-là parce que je veux accompagner la transition écologique. Mes données économiques, ça va être quoi? La taille de l'entreprise, son prix de vente, son chiffre d'affaires. Bah oui, à un moment donné, j'ai un apport. Est-ce qu'il est extensible? Est-ce qu'il ne l'est pas? Je me suis posé la question de savoir si je voulais partir avec un fonds d'investissement. Est-ce que c'est raisonnable ou est-ce que j'ai envie d'en faire l'économie parce que je préfère être seule à bord, ne pas avoir de gouvernance à manager? Tout est envisageable. J'aime bien ceux qui viennent parce qu'ils veulent faire désespérément une levée de fonds. Ça fait bien de lever des fonds. Ouais, mais votre banquier, vous lui rendez pas de compte tous les 3 mois. Il ne se mêle pas de votre gestion. Un petit peu, hein, mais il ne s'immisce pas dans les décisions, dans l'orientation que vous prenez. Le jour où vous avez un fonds, bah, vous êtes copilote. Est-ce que vous êtes capable de partager cette gouvernance ou pas? Est-ce que vous en avez envie? Puis partir avec un fonds, ouais, mais lequel? Bref, je ferme la parenthèse. Oui, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Et d'ailleurs, on en reparlera, je pense, à la rentrée. Et en même temps, je sais à peu près combien j'ai besoin pour pouvoir subvenir à mes charges. Ça va aussi m'orienter sur mes modalités de reprise et sur l'entreprise que je veux bien reprendre finalement. Parce que vous ne démarrez pas vierge de tout passer, quoi. Hein. Donc, bien entendu, vous pouvez définir les critères de l'entreprise cible en tenant compte à la fois de vos contraintes, mais également de vos atouts. Et donc là, ça devient une fiche de cadrage qui est intelligente et qui est pertinente et qui vous ressemble. Donc une fois que vous avez fait ce travail, vous êtes en capacité de répondre de manière pertinente et convaincante, hein, à savoir où est-ce que vous voulez reprendre, qu'est-ce que vous voulez reprendre, avec quel apport, mais surtout pourquoi. Pourquoi vous voulez le faire? Comment vous projetez? Après, ça va être à moi maintenant, la conclusion, mais avant, s'il y a des questions. Et la fiche de cadrage, c'est assez bien ce que tu as présenté, surtout vers la fin. Un collègue, un membre de l'ARCA, 18 mois à peu près, il a cherché à reprendre une entreprise en Alsace. C'était impératif en Alsace. Pas le choix. Il fallait que ça soit en Alsace. Si possible, pas trop loin de chez lui. Et il a travaillé sur la fiche de cadrage correctement. Il a repris une entreprise de charpente maritime en Charente-Maritime. Et sa femme qui ne voulait pas déménager, c'est pour ça que la contrainte était l'Alsace. À partir du moment où il avait fait sa fiche de cadrage correctement, en tenant compte aussi de ses objections possibles de son épouse, peut-être un peu des enfants moins, et il a réussi à transmettre sa passion de reprendre cette entreprise de charpente maritime à son épouse. Et bien sûr, ils ont déménagé. Ils sont de l'Est, ils sont passés à l'Ouest. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un petit coucou. Et il est en croissance externe. Ça marche super bien. Alors qu'au départ, c'était hors de question. 18 mois à chercher en Alsace.
Mais il avait fait une fiche de cadrage. Lui était issu d'un autre club au départ. Il avait fait une fiche de cadrage comme on fait souvent un CV. Voilà, sans travailler sur le fond. C'est pour ça que j'aime beaucoup la méthodologie qu'a mis en place Isabelle, et je crois que c'est la seule à faire ça, c'est de travailler sur d'abord soi, ses tripes, où je suis, où je vais. Et ça, c'est essentiel. Alors, il faut quand même garder à l'esprit qu'une entreprise ne va pas plus loin que son dirigeant. Donc, la première source d'inspiration de l'entreprise et de ceux qui font l'entreprise, c'est son leader. Le leader de demain, c'est vous. Et pour confidence, le meilleur moment pour vendre une boîte, si demain vous achetez, après-demain vous vendez. Logique. Le meilleur moment pour vendre une boîte, c'est quand vous n'avez plus rien à lui inspirer. Quand ça vous inspire plus rien, c'est le moment où il faut le faire, il faut passer la main. Parce qu'à partir du moment où vous êtes plus passionné, vous serez plus passionnant. Et donc vous allez démotiver tout le monde et vous le premier. Il y a de ça. Après, ça dépend pourquoi on reprend, pour quelle durée on reprend. Il y en a certains, c'est un peu plus rare, c'est vrai que c'est un peu plus rare, qui reprennent une entreprise pour la mettre en valeur, la revaloriser, puis la vendre au bout de 5-6 ans. Oui. Mais c'est aussi, il faut avoir travaillé sur soi, parce que c'est pas donné à tout le monde de reconstruire une entreprise, prendre une entreprise qui va pas bien, ou qui va juste bien, la redévelopper, et au bout de 5 ans, dire, ok, ma mission est atteinte, maintenant je vends. Et en général, ça marche bien. Peut-être des questions? Des questions? Ça, c'est incroyable. C'est Okay. incroyable. Est-ce qu'en ligne, vous avez des questions? Donc, on va estimer que non. Non. C'est bien. Que c'était bien présenté. Donc, on va aller, donc bien sûr, Isabelle vous accompagnera si vous le souhaitez. Ouais. Ah oui, 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 oui. Et seulement si vous le souhaitez. Si vous êtes motivé. Donc, Coenco peut vous accompagner en pré-reprise, donc déjà pour travailler sur vos motivations et votre posture entrepreneuriale. Ah oui, aujourd'hui, vous êtes en transition, donc cette transition, elle se prépare, elle s'accompagne. Alors, j'aime bien travailler sur les valeurs, c'est-à-dire d'abord les vôtres, avant de s'intéresser aux valeurs de l'entreprise que vous allez reprendre. Et on peut également vous accompagner sur les audits de climat social de l'entreprise que vous allez reprendre, déjà pour savoir dans quelle ambiance ils sont. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Alors, pas les valeurs affichées, hein, les valeurs vraiment vécues. Premier intérêt de faire cet exercice, c'est de savoir est-ce que vous êtes proche ou est-ce qu'il y a un gap? Et le gap, est-ce qu'il est trop important pour être raccourci? Auquel cas, je change de cible. Ou finalement, je peux le raccourcir et je commence à réfléchir au comment. Climat social, c'est aussi intéressant de savoir comment ils appréhendent la situation. Est-ce qu'ils sont au courant qu'on cherche un repreneur? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant, mais est-ce qu'ils s'inquiètent de l'âge de leur dirigeant? Est-ce que vous arrivez en terrain miné ou pas? Donc ça permet aussi d'anticiper les futures éventuelles emmerdes. Une fois que vous avez repris, on peut vous accompagner sur l'intégration. Ah bah oui, c'est vous le nouvel arrivant, il va falloir vous intégrer. Ils ne vous ont pas attendu. Travailler sur votre posture et donc cette prise de poste, cette prise de fonction, ce fameux costume du dirigeant, donc lutter contre un éventuel syndrome de l'imposteur. Une manière aussi, on peut également vous accompagner de manière assez subtile sur la découverte de vos équipes, c'est-à-dire pas ce qu'ils font, quelle est leur fiche de paye et pourquoi ils sont là, et le discours politiquement correct qu'on veut bien vous servir, mais vraiment dans leur subtilité. Et on peut aussi vous accompagner sur la découverte de leur mode de fonctionnement entre eux. Grosso modo, qui bossent bien ensemble, qui bossent mal, où sont les bisbilles, qui manipule qui. Ça, on est capable de vous le faire. Et travailler, bien entendu, sur votre leadership, donc le fameux accompagnement des 100 premiers jours. Voilà. Donc avant que je passe sur le slide suivant, Olivier Camus te remercie pour ta présentation. Avec plaisir. Donc, comme il n'y a toujours pas de questions dans la salle ni à l'extérieur, je vais en venir à... Je reprends la main.
Les réunions de membres, donc un mercredi par mois, les membres se retrouvent. Donc là, on va ajourner ça jusqu'à la rentrée du mois de septembre. Alors, c'est très très bien d'avoir fait la fiche de cadrage juste la semaine d'avant, de faire cédants et repreneurs, réussissez votre rencontre. Pourquoi? Parce que c'est la droite continuité. C'est-à-dire, dans ma posture, j'ai bien travaillé sur ma fiche de cadrage. Maintenant, comment je vais aborder mon cédant, comment je vais faire à ce que le cédant dise « ça, c'est mon fils spirituel » ou « ma fille spirituelle ». Donc, on va voir ça avec Noémie la semaine prochaine. On sera hébergé à la CCI qui nous connaît bien maintenant, de Belfort. Donc, je vous invite à venir. Le 5 septembre, on va travailler sur quelque chose qui est aussi fondamental, sur le statut, le régime et le salaire pour le dirigeant, avec Jean-Christophe Boissary, qui est un des intervenants dans la formation de Acquérir une entreprise, et qui est lui-même conseiller fusion-acquisition. Et cette partie est extrêmement importante. Et là, je vous invite doublement à venir, d'une, parce que le thème est intéressant, et de deux, parce qu'il fera beau ce soir-là, et on va finir sur des tartes flambées. D'accord? Donc, important. Le 3 octobre, j'ai oublié une date, c'est au mois de septembre, on fera bien sûr une réunion à Belfort, a priori, mais je ne l'ai pas encore programmée. Le 3 octobre, on va faire, on reste dans ce même truc, quelle clause pour la sécurisation de sa reprise d'entreprise par Laurence Cuillet. Laurence Cuillet est une avocate internationale, elle travaille sur les droits français, allemands et anglais. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle connaît très bien. Et on sera à un endroit que tu connais bien, chez Access à Strasbourg. Et le 19 septembre, j'avais bien dit, oui, mais voilà, j'avais dit, le 19 septembre, on sera à Belfort, je ne sais pas le thème, et le lieu sera encore précisé. Donc voici pour ces prochains rendez-vous, en espérant vous voir tous en forme, pour certains, vous voir avoir presque repris votre entreprise ou cédé votre entreprise. Juste un petit coup d'œil sur tous nos partenaires sans qui tout ça ne serait pas possible. Je ne vais pas vous les citer, il y en a trop. Il y en a juste un, il a essayé de se connecter, Global Corporate Emmanuel Leroux a été connecté, puis déconnecté, puis reconnecté parce qu'il y a des orages sur Besançon. Donc dommage pour Emmanuel, mais il aura l'occasion de voir le replay, j'en suis absolument persuadé, parce que Nils, qui est derrière les manettes, nous a sûrement préparé quelque chose de bien sympathique. Donc je remercie bien tous. J'invite ceux qui sont présents à faire une petite réputation de 20 mètres pour boire un petit coup ensemble et discuter encore. Merci à vous tous. Merci surtout à toi, Isabelle, de cette présentation. Je t'en prie, avec plaisir. À bientôt. Merci.